Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Yann Eliès. Salut. Alors je suis très surpris, on est dans une maison de centre-ville, on est chez toi, à Auray, dans une maison de centre-ville qui pourrait être un pavillon de banlieue. Je pensais que tous les marins allaient vivaient au bord de la mer avec vue mer, mais c'est pas le cas. On va pas dévoiler l'adresse évidemment, mais on est dans une très belle maison dans le centre-ville d'Auray. On est très fiers et très heureux que tu nous accueilles pour ce 3e numéro d'Into the Wind. On va essayer de faire moins long que les 2 fois précédentes, mais je pense que ça va être dur parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Ma première question, un petit peu comme toujours, c'est on est dans une période un petit peu particulière pour les marins. On est c'est l'intersaison dans le foot, c'est un peu le moment du mercato aussi quelquefois. Ça fait quoi un marin qui a fini la Route du Rhum il y a 3 semaines, un mois et qui vient de rentrer du salon nautique, j'imagine, de la remise des prix de la Route du Rhum qui était la semaine dernière. Donc là, c'est quoi? Si on se pose, on recharge les batteries ou on est déjà projeté sur la saison suivante? C'est quoi cette période-là de l'époque pour un marin comme toi? Il y a une première partie juste après la Route du Rhum où on essaye de se reposer et de recharger les batteries assez rapidement parce que finalement, pour moi, l'intersaison de cette année est comme l'année dernière, elle est un peu synonyme de recherche de partenaires, de monter des nouveaux projets et puis de savoir ce que je vais faire l'année prochaine. Il y avait le salon nautique qui arrivait très rapidement, le besoin de monter à Paris pour partager ça avec les partenaires. Donc finalement, j'ai eu 15 jours pour vraiment me reposer et puis depuis, je suis reparti au taquet et j'entrevois, ça y est, les vraies vacances avec les fêtes là, vendredi prochain comme tout le monde. Voilà, parce qu'on est jeudi, on a la date pour que les gens soient pas trop perdus. On est jeudi juste avant les vacances scolaires. Donc là, c'est la vraie pause. Là, il y a plus de dossier de sponsors envoyés. Moi, j'ai cherché un petit peu de sous dans ma vie. Pour les vacances scolaires, c'est mort, il se passe plus rien. Non, surtout celle-là. Il se passe plus rien. Il suffit juste de redevenir un vrai père de famille, un bon père de famille. Penser à faire tous les cadeaux. Hier, dans le lit, je me demandais où je les avais cachés. Donc, il va falloir que je les recherche un par un pour samedi prochain. Et puis, voilà, profiter de ces fêtes avant de rattaquer le 7 janvier à fond parce que il y a le Figaro qui arrive, le nouveau bateau, le nouveau bébé, le nouveau Morbic qui va sans doute bercer mes prochaines années. J'ai toujours été propriétaire des Figaro 1, 2 et donc bientôt 3. Et donc ça va rythmer tu le reçois première semaine. Je le reçois le 16 janvier et je projette de renaviguer avec, j'espère, la mise à l'eau pour le 31 janvier pour mon anniversaire. D'accord, très bien. Alors, t'es déjà immédiatement projeté vers le futur alors que tu viens quand même de faire une Route du Rhum qui est pas une course anodine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà classé. Un marin, ça se projette toujours dans le coup d'après. T'as déjà fait le tri de cette expérience-là ou c'est comme ça, on est toujours en mouvement et il faut toujours avancer? Je crois qu'il faut toujours être un peu en mouvement pour pas subir le creux de la vague et le coup de mou qui suit une épreuve aussi intense que la Route du Rhum, la Jacques Vabre, le Figaro ou le Vendée Globe ou le Jules Verne comme j'ai pu faire. L'idéal, c'est quand même de se projeter tout de suite sur le coup d'après. Il faut pas oublier de faire quand même un état des lieux objectif de ce qu'on a réalisé, les points positifs, les points négatifs. Mais qui plus est, en plus, je crois qu'avec le temps qui passe, on en parlait, on en rigolait un peu en aparté avant, je commence à avoir quelques cheveux gris qui pointent, je sens la fin de carrière qui arrive, et comme des marins, comme Jérémy avec lequel on a pu en discuter en plaisantant, là on a une soif de profiter de ces dernières années de carrière sportive. Et donc voilà, c'est un peu la fuite en avant, essayer de faire le maximum de choses dans le temps qui nous reste et qui nous est imparti. Alors du coup, c'est quoi justement, si tu peux le partager avec nous, ton bilan objectif de la Route du Rhum? Je dirais que je suis satisfait d'avoir fait 2e parce que c'était un peu inespéré. Bon, énorme bagarre quand même, hein. On vous a vu tous arriver très très fatigué quand même. Oui, un peu le sentiment de voir des figaristes arriver après une étape du Figaro. Oui, c'est sûr que ce qui est arrivé à Alex Thompson, de s'endormir et de finir dans la falaise, la bataille qui s'en est suivie entre Paul Meillat et moi, et puis ensuite l'arrivée de Vincent Rioux qui était ému sur les pontons. Très, très fort, ouais. Ces 4 visages, ces 4 scénarios m'ont démontré qu'on avait été très loin. Et pour en revenir à mon cas, voilà, je suis
un tout petit peu déçu de la façon dont j'ai navigué. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé dans cette première dépression, la première nuit de course, et comment j'ai pu emmagasiner 80 000 de retard sur Paul Meillat et Vincent Riou à la sortie de cette petite dépression. Et c'est vraiment là que t'es décroché, tu passes tout le reste de la course à cravacher pour essayer de revenir tout au à contact. Fait, hein. Ouais, c'est ça qui a conditionné toute la fin de ma course. Donc ça veut dire qu'au bout de 24 heures, j'avais déjà perdu la course. Et donc ça, c'est pas bon. Hein. Ça veut dire que quelque part, j'ai mal géré rétrospectivement cette partie, cet enchaînement météorologique. Mais aussi, ça revient un petit peu plus loin, je dirais, ces 3 derniers ou 48 heures avant le départ, hein, qui je pense ont été mal gérés par mon équipe et puis par moi. Et j'ai pu faire un petit débriefing avec notamment Charlie Dalin aussi, qui m'avait aidé à préparer cette course, Jean-Pierre Dick un petit peu, et puis toute l'équipe. Et tu considères que cette phase où on s'interroge un peu sur faut-il y aller, faut-il pas y aller, on va prendre une grande course où il y a beaucoup de rumeurs et de marins qui disent déjà qu'ils vont s'arrêter ou pas, c'est cette période-là à laquelle tu fais allusion? Oui, le stress qui a engendré, les sollicitations médiatiques, les sollicitations de relations publiques, le temps que j'y ai passé, que j'ai consacré à préparer la météo, le fait que j'ai peut-être figé mon scénario un petit peu trop tôt, que j'ai pas été capable de le réactualiser, des tout petits détails, comment traverser ce centre dépressionnaire, est-ce qu'il fallait faire de l'ouest, est-ce qu'il fallait faire du nord-ouest, est-ce qu'il fallait faire du sud-ouest, vers où était la porte de sortie et comment on arrive à transpercer ce centre qui finalement avançait très peu et grossissait énormément. Bon, je pense qu'il y a quand même un tout petit peu de réussite. Hein. J'étais à 1005 de Paul Meillat et de Vincent Riou à ce moment-là. J'étais un des premiers avec Jérémy et Vincent à aborder cette transition. Et donc voilà, j'ai sans doute manqué un petit peu de réussite, mais voilà, ce serait se mentir que de tout mettre sur la réussite. En tout cas, à chaque fois que dans ma carrière j'ai commis des erreurs, si j'avais remis ça sur le dos de la réussite, j'aurais pas avancé. Donc il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Hein. Tu considères que t'es dur avec toi-même en général? On sent globalement, on sent quand même le mec un peu exigeant, quoi. Ouais, je crois. Je crois que j'ai été un peu laxiste, peut-être un petit peu au début, et que avec le temps, je deviens de plus en plus dur. Alors que c'est l'inverse en général, non? Ouais, je sais pas. En tout cas, il faut essayer de progresser. Il faut toujours essayer de s'améliorer. Après, oui, je suis dur avec moi, mais je suis aussi super dur avec les autres. Donc voilà, c'est aussi normal que je sois exigeant avec moi-même et que je ne peux pas subir faut être mes cohérent. états d'humeur. Et voilà, faut être cohérent. Quoi. Alors, du coup, tu connais le principe de ce podcast, hein, c'est qu'on revisite un petit peu la carrière des marins qui nous reçoivent. Donc là, on a beaucoup de boulot parce que tu as une longue carrière. Donc, pour continuer dans les apartés, tu m'as dit que tu avais révisé ton palmarès avant de recevoir. Parce que là, il y a des années qui étaient un peu floues. Voilà. Alors, on va repartir au début quand même. On va repartir au début à Saint-Brieuc, d'où tu es natif. Ouais. Et puis, on va repartir de cette enfance briochine où il y a beaucoup de choses qui se décident. T'es mis dans le bain très très tôt parce que dans l'histoire, il y a quand même un papa qui s'appelle Patrick Eliès qui déjà, lui, est coureur et qui gagne la solitaire du Figaro en 79. Donc, t'as 5 ans, je crois, à ce moment-là, quand il gagne la solitaire. Ouais. Tout part de là. Moi, je me dis, en lisant ta biographie, je me dis tout part de là, ou c'est aussi simple que ça? Je suis un fils de marin, voire même un petit-fils de marin, parce que j'en remonterai plus loin jusqu'à Hervé, mon grand-père, qui est encore vivant, que j'ai passé voir avant les fêtes. Ouais, j'ai baigné dans cette atmosphère de course au large, de course. Ton grand-père, il fait déjà de la régate? Ouais, oui. avec mes oncles, ils étaient 4 frères, plus mon grand-père, à traverser la Manche à chaque course du Rorke. Ah oui. Pour aller naviguer à Cowes, Plymouth, faire Cowes Dinard, Fastnet. D'accord. Donc il y a une vraie programmation quasi génétique, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a une vraie programmation. Je suis presque le seul, je crois, vraiment de la famille Eliès à avoir porté le flambeau et le récupérer et l'amener aussi loin. Donc j'espère que dans mes enfants, il y en aura d'autres à récupérer le flambeau. Mais oui, ça remonte à aussi loin. Oui, je crois que les années 70, en tout cas, que j'ai pas toutes connues parce que je suis né en 74, m'ont sans doute préparé à ce destin. Et tu commences la régate très très tôt. C'est dès le petit, hein? Ouais, je démarrais alors pas super tôt, je crois plutôt vers 12 ans, ce qui est assez tôt et finalement pas si tôt que ça parce que l'optimiste, moi dans les années 80, on avait des gamins qui démarraient dès l'âge de 7 ans. Mais en tout cas, moi j'ai été baigné direct par les croisières familiales
dominicale autour de Bréa, puisque mes parents étaient commerçants. On partait de Saint-Brieuc le samedi soir, on allait dormir à bord. Mon père se levait le matin, emmenait le bateau à Bréa, on se réveillait dans le sac de couchage, et dans l'humidité et le froid, au mouillage du trou de la souris ou de la chambre pour les connaisseurs. Et puis voilà, on passait la journée sur les îles et ensuite on remontait en tirant des bords, en essayant de gratter forcément tous les bateaux qui rentraient à Les Ardrieux, et on essayait de taper forcément des plus gros que nous, quoi. C'était la régate avant la régate. Et comment ça s'enchaîne? Après, tu fais toute la gamme de dériveurs jusqu'à, parce que tu vas devenir, on va y revenir évidemment, un figariste et non des moindres. Mais avant le Figaro, comment se trace cette construction de parcours? Moi, j'ai eu la chance, donc, déjà de naître dans un milieu dédié à la voile, d'avoir des parents qui avaient les moyens de payer les optimistes, parce que j'ai eu mon petit frère aussi qui a couru, et de financer tous ces déplacements, d'avoir des grands-parents maternels super présents, Maurice et Yvonne qui prenaient tous les week-ends la route avec la remorque derrière, avec les deux optimistes, qui nous ont trimballés partout en France. On les a fini par les appeler Papy et Mamie Oxbow, parce que ils s'habillaient en Oxbow sur les parkings. Ils nous ont même trimballé, moi et d'autres générations, comme Benoît Petit, Jean-François Cuson après, quand je suis parti faire du 420 à Brest. Et sur une ou deux années, ils nous ont trimballé en C15 ou en C25, là, à 9, plus 420 derrière, à travers toute la France, voire même l'Europe. Je crois qu'ils nous avaient emmenés jusqu'en Italie. Donc j'ai eu cette chance-là, effectivement, de faire toute la filière classique de cette époque-là, optimiste, puis ensuite 420 et un tout petit peu de 470 que j'ai pas poursuivi très très longtemps, parce que j'ai arrêté l'école assez tôt aussi, et donc du coup j'ai pas poursuivi la filière olympique beaucoup plus loin que ça. Et donc comment est-ce que tu bascules dans le figarisme, si on peut appeler ça? Dans cette maladie, comment on tombe malade? Déjà, je crois que j'ai arrêté l'école très tôt. Donc là, il a fallu que j'apprenne un métier en contrat de qualification chez X Voile à La Baule. Tu étais voilier? J'étais maître voilier. Là, j'ai appris à faire des voiles de 420 avec Pierre-Luc Berthet, puisque j'étais l'équipier de Pierre-Luc Berthet. Et puis à la sortie, pas la sortie, en fait, le service militaire s'est rappelé à moi en 96, je crois. À l'époque, on avait 10 mois à faire. Donc j'ai réussi à avoir un plan à Brest, à l'école navale. Et puis j'ai réussi aussi à emmener le Figaro Crédit Agricole de l'époque, parce que j'avais déjà fait, il me semble, un challenge Espoir Crédit Agricole. J'avais réussi à amener le bateau à Brest, à l'école navale, pour m'entraîner. Et à la sortie du service militaire, je demande au commandant de Kersozon, qui était un neveu d'Olivier, de me libérer un mois avant la fin de mes classes pour pouvoir aller participer au challenge Espoir Crédit Agricole. Et je remporte ce challenge juste devant Bruno Staub. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, d'un point sur la dernière manche. Si on devait refaire toutes les manches des sélectifs de Figaro qui permettent à des gens d'arriver, d'éclore ou pas, il y aurait beaucoup d'histoires. Du coup, on est en quelle année là pour ce challenge 96. Novembre 96. Donc on rappelle 96. Pour les plus jeunes de nos auditeurs, il y en a que c'est l'ancêtre en gros du challenge CMB région Bretagne aujourd'hui. Oui, à l'époque, on gagnait un Figaro pour une saison, sponsorisé par le Crédit Agricole. Et quand on refait par cette filière-là, vont passer donc toi, Armel Lecléache, Franck Camas, il y aura Sébastien Josse. Voilà, il va y avoir beaucoup de Bollinge, c'est dire l'efficacité du système. Et alors là, du coup, moi j'ai fait comme toi, j'ai regardé ta biographie avant de venir. Ouais. Et là, c'est une entrée en religion, quoi. Ouais. Quasiment. C'est pour ça que tu parlais de figarisme. Parce que vous êtes quelques-uns à en avoir fait beaucoup. Mais là, toi, quand on regarde cette année-là, 96, c'est vraiment l'année où tu rentres dans cette classe, et pour quasiment plus jamais en sortir, tu vas faire des excursions ailleurs, mais tu vas vraiment Je rentre un peu effectivement en pèlerinage et en religion en 97, et malheureusement je me rends compte que je suis pas à la hauteur de ce que j'espérais être. C'est-à-dire que sur les grands prix, les premières manches de grands prix, j'éclose et j'éclate très très vite. Mais par contre, dès qu'on part sur la solitaire de Figaro, c'est une catastrophe totale. Je suis pas du tout capable. Je suis capable de passer la boîte de dégagement en tête et de finir, je crois, 24 heures derrière Franck Camas pour ma première étape du Figaro.
avec les parents qui étaient au bout de l'acheter, à se demander quand leur fils allait arriver. Pour la petite anecdote, il y avait aussi les parents de Vincent Rioux. Donc, il reste de l'espoir. C'est ce que je dis aux petits jeunes qui démarrent. Bon, voilà, on peut pas forcément faire premier bisu ou dans les 10 premiers sa première solitaire de Figaro. Ça arrive qu'on écume et qu'on ramasse un peu les fonds de tiroir. Et toutes ces années qui commencent, donc j'ai regardé de 97 jusqu'à quasiment 2007 où tu vas faire de l'IMOCA. On va en parler tout à l'heure. Tu vas faire 2 trophées Jules Verne dans l'intervalle. Ça, c'est vraiment les années de construction. Ces 10 années-là, 97-2007, c'est les années de construction le marin sont construits, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai des résultats qui sont vraiment pas bons. Je me rends compte que Tu fais quand même premier bisu. L'année du en 97, premier du championnat de France. Premier du championnat de France. Ouais, non, le premier bisu, je crois en 97, c'était Damien de Foxhall. D'accord. Et deuxième, Florence Artaud. Donc, j'étais quand même loin derrière ces personnes ces coureurs qui avaient une vraie culture de la course au large. Disons que ouais, ça a été une construction qui a pas été facile, qui m'a ouvert les yeux, qu'il fallait que j'apprenne ce qu'était la course au large, et donc du coup d'aller voir ailleurs aussi à un moment donné, parce que j'ai tourné en rond 97, 98, 99, je tourne vraiment en rond, et là arrive The Race, et l'opportunité de partir là voir ce qu'il y avait plus loin sur des machine un peu pionnière, et au retour de The Race, là je commence à devenir un marin. Voilà. Tu fais The Race, raconte un petit peu Alors, je suis embauché. Ça se fait un peu sur le quai, quoi. Hein. Oui, je suis embauché par Alvard Mabir pour finir Team Adventure à Cherbourg avec Yves Le Blévec, avec Lionel Le Monchois. J'étais embauché comme technicien hors pair alors que j'étais capable de me percer un œil avec un tournevis. Mais voilà, je suis dans le truc, et puis au fur et à mesure, on voit les Américains, les qui arrivent, qui ont peur de la machine, et puis le jour du départ, finalement, je suis bien un des seuls à lever le doigt pour y aller. Et ça se passe le jour du départ, quelques jours avant, quoi. Ouais, une semaine, 15 jours avant, on m'annonce que je pars, que j'ai ma place. Mais ça va pas plus loin que ça, ouais. Et je me rappelle très bien qu'effectivement, là, j'ai vraiment le sentiment de partir faire quelque chose d'extraordinaire, parce que on savait pas, un peu comme j'imagine les premiers Vendée Globe, on savait pas où on mettait les pieds, on savait pas si on allait revenir, on savait pas si les machines allaient On rappelle, pour l'époque, on est 10 ans après le premier Vendée Globe. Quasiment personne n'a fait le tour du monde en solitaire en multicoque sans escale. Oui. Le trophée Jules Verne est un concept qui est assez récent. On est vraiment dans l'exploration, quoi. Ouais, c'est une idée géniale de Bruno Perron, qui après avoir réussi à faire le tour du monde en 79 jours et quelques heures, donc battre le record de Jules Verne, décide de lancer le pari un peu fou de l'ultime, de la course incroyable, ce qui s'était jamais fait. Alors il y avait en gros quasiment que les plans Ollier qui ont réussi à finir. J'ai eu la chance de participer à cette aventure, de pas la finir parce que je me blesse et je suis obligé d'être débarqué en Nouvelle-Zélande. Mais je reviens de là, ça y est, avec enfin le goût du large. Comme je suis blessé, je fais un peu de préparation mentale aussi, et je commence à comprendre un petit peu les leviers, les déclics qui pourraient me permettre de me surpasser. À l'époque, les maîtres de l'abnégation, j'appelle ça, c'est Éric Douglaset, Jean Le Cam. Pour moi, comprenais pas comment ils arrivaient à ne pas dormir, à rester sur le pont des heures durant dans le froid et la fatigue. Pour moi, je savais pas comment on arrivait à le faire, et j'arrive à partir de 2001 à comprendre comment. C'est vraiment un moment de bascule pour toi, un déclic, ouais. Ouais, un déclic, ouais, parce que je trouve les raisons de me faire mal, de me dépasser, d'aller chercher plus loin, et finalement d'y prendre un certain plaisir, finalement, à se faire mal, comme on dit. Donc c'est vraiment le déclic, ouais. Ça y est, je deviens un marin, mais donc j'aurais mis quand même de 97 à 2001. 4-5 ans pour... Il y en a qui va plus longtemps. Il y en a qui arrivent jamais. Il y en a qui explosent comme des François Gabard ou Franck Camas dès leur première solitaire. Hein. Alors du coup, derrière, ça enchaîne assez vite avec le premier Jules Verne sur Orange, oui, dont on a parlé la dernière fois avec Yves Le Blévec. Et même chose, moi j'avais le sentiment quand je regarde l'équipage qu'il y avait une bande, quoi. Il y avait un qui aujourd'hui fait réseau. Vous connaissez encore tous beaucoup de cette époque-là. Il y a quand même une sacrée. Alors toi t'es un peu le junior de l'équipage quand même. Oui. T'es un peu pas la mascotte, mais en fait t'es un peu le gamin, parce qu'il y a des sacrés poilus, quoi, pour être clair.
Et quel souvenir tu gardes de ces deux, parce que tu fais le deuxième aussi, tu fais 2005. Ouais. Donc ouais, deux ouais. fois, deux, double record. 2002, puis 2004, 2005. Je crois que tout le mérite en revient à Bruno d'avoir su trouver cette alchimie entre des espèces de cow-boys et des Indiens de la mer, quoi. Il y avait des tronches incroyables, comme Hervé Jean. Moi, j'aurais l'image de ce mec gravé à moi, à vie en moi. D'autres inconnus qu'on n'a pas revus, comme Vladimir Zalbalindis, dit Vlad, qui est ressorti il y a quelques années quand justement ce formidable bateau a été remis à l'eau et reconditionné pour Bic. Ouais, une aventure incroyable, une aventure d'homme, une aventure humaine avant tout. Et puis effectivement des souvenirs qui restent gravés entre nous, entre Yves Le Blévec, Florent Chastel, Ludovic Aglaor, qui resteront gravés à vie, c'est sûr, hein, ce qui s'est passé là. Mais c'était aussi à la fin, je crois, un peu d'une époque, parce qu'ensuite Franck Hamas est arrivé avec une vue un petit peu plus professionnelle, bien qu'il ait fallu qu'il rebaisse un petit peu le curseur à la baisse et qu'il se rende compte qu'il avait besoin de faire confiance à ce genre de marins, en allant chercher, je pense, Frédéric Lepétrec, Ronan Le Goff. Mais c'était un peu la fin d'une époque où effectivement on était capable de partir, de shanghailler quasiment des. Je me rappelle, il y a un départ de Tour du Monde, on a pris quelqu'un sur le bateau, on lui a fait son sac le matin parce qu'on s'était rendu compte que l'électronique marchait pas, il fallait absolument qu'on embarque avec un mec qui avait jamais fait de bateau avec nous. Je me rappelle, sans les nommer, de personnes qu'on consignait dans la bannette les premières 24 heures parce qu'ils étaient pas aptes à faire de bateau. On allait voir Bruno en disant bon, là c'est 2-3 là je pense que ils seront à même d'accomplir leur mission dans 24 heures. Mais c'était là aussi que Bruno était intelligent, c'est qu'il était capable de comprendre ça, de nous faire partir 24 heures en mer plus tôt, justement pour que tout le monde se vide un petit peu. Ah, vous partiez avant de franchir la ligne, vous partiez 24 heures il y avait 24 heures d'amarinage, quoi. Souvent, 24 heures d'amarinage, histoire que tout le monde cuve, se détoxine, se repose, retrouve ses petites affaires. C'est la nave détox. C'était un peu la nave détox, que tout le monde retrouve un petit peu sa place. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi ça se refait pas comme ça, parce que je crois qu'effectivement on a tous besoin, idéalement, même en partant faire une route du Rhum, un Jules Verne, on a tous besoin de ce petit sas de décompression dans lequel on rentre dans le bain et être capable, sur la ligne de départ, de donner le meilleur de soi, quoi. Mais oui, ça a donné lieu à quelques grands souvenirs vraiment sympas, qui nous font encore rire aujourd'hui. Du coup, c'est aussi le moment où, pour le coup, tu changes un petit peu de statut, puisque du coup, en accumulant les années de Figaro et puis ces tours du monde-là, ou ces bouts de tours du monde-là pour The Race, tu vas réussir à trouver un budget pour le Vendée Globe. On est en 2007, je crois, 2006-2007, avec Generali. Et donc là, c'est la Champions League. Alors moi, j'ai un souvenir précis parce que t'es sponsorisé par Generali, qui a un autre athlète sous contrat, qui est Zinedine Zidane, qui est au fait de sa gloire. Hein. On est peu après la Coupe du Monde de 2006 de football où il a mis un coup de tête à Materazzi, tout le monde s'en souvient. Et je me souviens d'une visite du chantier chez Multiplast où le bateau était en construction, où il y a des motards qui sécurisent les ronds-points parce qu'il y a Zidane qui arrive, quoi. Et où on nous dit, on met les journalistes dans un coin et on dirait, il va venir, vous pouvez pas lui poser de questions. Et moi, je vois des journalistes demander des autographes à Zidane. Enfin, c'était une époque complètement incroyable, quoi. Là, c'est vrai que le Generali a su faire un coup incroyable, m'a offert la possibilité de rencontrer un personnage hors du commun. Tu vas le faire naviguer. Alors, je vais le faire naviguer, il est un peu moins à l'aise que sur un terrain, mais tu vas le faire naviguer quand même. Ouais, je l'ai fait naviguer, je l'ai rencontré, j'ai eu quelques instants d'intimité avec lui, très très sympa. J'en garde un souvenir d'un mec très simple, déjà très intelligent. On voyait qu'il y avait du talent, mais qu'il y avait eu aussi beaucoup de travail derrière. Tout de suite, sur le bateau, il a pas trouvé ses repères, mais enfin, en tout cas, il a capté beaucoup de choses. Donc, et là aussi, effectivement, des images un peu incroyables comme cette visite de chantier, mais aussi le départ du Vendée Globe où il vient sur les pontons. On est obligé aux grandes dames de Philippe de Villiers qui va crier à la privatisation du ponton. Ça fait l'histoire. Ouais, ça fait toute une histoire, alors que finalement, on y était pour pas grand-chose. Il y avait juste du monde qui voulait voir Zidane. Donc ce Vendée Globe était incroyable à tout point, y compris sur l'épilogue malheureux. Alors, avec l'accident. On va y venir parce que c'est aussi une étape très importante. Mais avant, est-ce que le Vendée pour toi à ce moment-là, c'est le but absolu pour toi, c'est le Graal comme ça l'est pour beaucoup de
de courir aujourd'hui, un rêve de môme. C'est à ce statut-là pour toi ou c'est pas une course comme l'autre, mais enfin une étape dans une carrière de marin? Ouais, c'est dans mon T'as déjà fait 2 fois le tour du monde. Dans mon esprit, le tour du monde. Ouais, j'ai déjà fait le tour du monde. Il y a ce premier graal, hein, d'arriver à mettre un espace-temps sur un tour du monde. Qu'est-ce que c'est le monde? Quand t'es gamin, ça me paraissait tellement grand que ça me paraissait impossible d'en faire le tour, ou à pied, ou en voiture, ou à la voile. Et puis finalement, j'arrive à le faire à la voile. Et finalement, ça me paraît pas si grand que ça. La terme me paraît pas si énorme que ça. Et puis dessus, effectivement, il y a les souvenirs, les rêves d'enfance. 89, j'ai en tête cette image des bateaux qui partent avec les voiles en ciseaux, le bateau notamment de Loïc Ferron avec des voiles en Kevlar jaune sur un ciel gris voire noir. Et donc oui, je me dis c'est ce que j'ai envie de faire. Et donc tout en découle, je crois, à partir de mes premiers Jules Verne, avec l'envie un jour de faire cette course. Alors du coup, quel souvenir tu gardes avant le fameux accident? Quel souvenir tu gardes de cette période-là? Parce que le premier Vendée, moi j'en ai couvert 3 ou 4 ou 4 ou 5 même pour un suiveur comme on dit, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup d'émotions sur le ponton. Toi, quel souvenir tu gardes de ce tout premier? Déjà d'avoir eu la chance. T'es un petit jeune, hein, on est en 2007, on me demande pas de calculer. T'as 32 ans. 32 ans, ouais. Déjà des rencontres humaines fortes avec Erwan Steff et Pierre-Emmanuel Hérissé, et aussi Jean-François Quizon et bien d'autres qui étaient dans mon équipe. Le sentiment d'avoir été un peu jeune pour mettre au point cette machine, même si je pense qu'on avait quand même réussi à faire quelque chose de bien. On avait essuyé des pots cassés au début. Et puis ensuite, oui, une émotion énorme et incroyable à laquelle j'ai encore du mal à résister, puisque j'ai eu l'occasion de faire un deuxième Vendée Globe. Il n'y a pas grand monde qui arrive. Hein. Il n'y a pas grand monde qui arrive quand même. Le truc est monstrueux. Ouais, ce moment où tu quittes ta chambre d'hôtel, tes proches pour monter sur le bateau, cette remontée du Chenal qui est totalement incroyable et unique. Et puis la chance de leur monter pour ceux qui ont réussi, ce que j'ai réussi à faire il y a 2 ans. Cette course est en tout point incroyable et j'en ai eu un aperçu un peu différent puisque je fais partie de ceux qui ont abandonné sur casse physique. Je crois que ça a marqué l'histoire du Vendée Globe. Ça m'a marqué aussi profondément. Et donc je suis rentré dans l'histoire du Vendée Globe, on va dire, par une porte un peu inattendue finalement. Aujourd'hui, comment tu considères cet épisode-là? C'est un truc structurant dans ta vie d'homme et de marin? C'est une étape comme une autre ou j'imagine que c'est la première fois que tu étais blessé à ce point-là? Ouais. Structurante ou déstructurante, je sais pas. Oui, en tout cas marquante, quoi. C'est un mot un peu savant pour dire marquant. Marquante, oui, marquante personnellement, parce qu'effectivement, dans ma vie privée, il y a eu des changements. Dans ma vie sportive, oui, elle a eu une incidence aussi sur ma façon d'aborder les courses. J'ai quand même eu le sentiment de franchir un nouveau cap à ce moment-là, à travers la rééducation, à travers la façon dont j'aborde la vie de tous les jours et la préparation, tout simplement, parce que dans la rééducation, j'ai rencontré des personnes incroyables qui étaient bien plus amochées que moi et qui continuaient à avancer quand même. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, c'est loin, donc je suis un peu moins marqué. Et puis j'ai essayé aussi de me détacher de tout ça. Mais ça a été une période incroyable parce que. Alors, je m'aperçois qu'on en parle. En fait, on n'a pas du tout décrit ce qui s'était passé parce oui. Toi, tu connais évidemment bien l'épisode. Moi, je le connais aussi, mais on n'en a pas du tout parlé pour les gens qui nous écoutent. On le répète juste. T'es dans le Grand Sud et tu vas à l'avant faire une manœuvre sur le bout dehors. Tu peux peut-être nous préciser les circonstances rapidement c'était il y a 20 ans. 10 ans. 20 ans. Non, 10 ans. 10 ans, pardon. 10 ans. C'était il y a 10 ans pile, voilà. Parce que c'était le 18 février, je crois. 18 décembre. 18 décembre. 18 décembre, j'ai vu ça ce matin. À 2 jours près. Ouais. D'accord. En fait, une dizaine de jours avant, je crois que l'accident arrive au 28 ou 38e jour de mer, j'étais en tête. J'aborde le début de l'Indien en tête. Mais les choses se passent pas si bien que ça pour moi. J'ai un problème je pense a posteriori de compas qui zigzaguait, donc mon bateau arrête pas de partir au tas, je casse des lattes et puis voilà, je vois finalement que la tête de la course s'éloigne et que la victoire s'éloigne. Donc j'ai du mal un petit peu à accepter cet état de fait.
Il y a Bernard Stamm qui décide de s'arrêter au Kerguelen et qui perd son bateau sur les rochers. Et là, je me mets à en vouloir vraiment aux éléments, à l'océan Indien. Donc je suis pas dans une période mentale très positive. Et puis un jour, sous 2 riz ou 3 riz J3, donc avec pas mal de vent, 40-50 nœuds, je me dis bon Yann, réveille-toi, là il faut envoyer de la toile. J'avais un problème sur le bout dehors, la mure qui s'abîmait et qu'il fallait réparer. Et donc bêtement, je pars à l'avant un peu, heureusement avec mon harnais, mais je pars un peu la fleur au fusil en me disant je vais réparer, sans me dire en fait je pourrais mettre le bateau à la cape. Et donc je me retrouve à l'avant sur le bout dehors et le bateau fait une embardée. Il y a sans doute un peu de vent, une rafale qui arrive, il accélère et puis je vois qu'il va enfourner. J'ai pas le temps de reculer et de revenir sur le pont, donc je m'agrippe au bout dehors. Et puis là, le bateau rentre dans l'eau à 15-16 nœuds. Et comme j'avais mis le pied en croc-en-jambe sous la sous-barbe, j'ai le fémur qui pète, le bassin qui casse, les vertèbres qui cassent. Je me retrouve pendu au bout de mon harnais à l'extérieur du bateau. Et donc là c'est la grosse merde. Du coup, je réussis à revenir sur le pont, tant bien que mal, à ramper jusqu'à l'intérieur du bateau et de déclencher les secours. Donc voilà, le résultat, il est pas très bon. Je suis plus capable de faire quoi que ce soit. Heureusement, j'ai réussi à déclencher les secours, d'arrêter le bateau, de le mettre à la cape, et voilà, j'attendrai. Tout ça avec un bassin pété, un fémur pété et des vertèbres pétées. Ouais. Aujourd'hui, quand tu te dis ça, là, tu le racontes tellement simplement que ça fait. J'essaye de passer vite dessus parce que si je traîne dessus, je me remets vraiment les images en tête, le fémur pété en deux, la jambe quasiment à 90 degrés et la douleur associée. C'est pas des moments très drôles. Et du coup, t'en as tiré des leçons physiques, psychologiques. Ça va changer ta façon de naviguer après, ça t'a. Oui, un petit peu, oui, parce que je me rends compte que là, j'ai comme une erreur, c'est-à-dire que j'ai pas bien pris la mesure de la situation. Quand on part pour bricoler à un endroit aussi exposé, il faut bien mesurer le pour et le contre, les différentes possibilités. Là, finalement, avec du recul, il aurait suffi que je mette le bateau à la cape, à y bricoler tranquillement sur le bout dehors et puis repartir, ne serait-ce qu'une heure sur un Vendée Globe, c'est pin-up, c'est nul, c'est rien quoi. Et là, je manque de perdre la vie, je perds le bateau. Donc en plus derrière, ma carrière a sans doute été un peu différente. Donc les conséquences sont quand même graves. Après, là où je suis vraiment heureux, c'est la façon dont j'ai réussi à me battre et à revenir, parce que 6 mois après, je fais deuxième. Alors voilà, ça c'est ça qui est vraiment incroyable. D'abord, moi j'ai un souvenir très précis sur le ponton de la base à Lorient, de te voir passer, recommencer les entraînements, et je me souviens qu'on est plusieurs sur le ponton à te regarder passer. On dit mais il est pas censé être en centre de rééduc. C'était assez impressionnant. Enfin, on sentait une détermination, presque un goût de revanche, tu vas me dire si c'est le cas ou pas, qui fait que tu viens de décrire l'accident en des termes très très précis, donc on imagine ce que ça fait. Et quelques mois après, je me souviens, tu te balades avec ton sac à spi, tu boites, hein? Ouais, je boite. Je pense même que les premières navigations, je les ai faites avec la béquille ou avec une Voilà, canne, et avec le sac à spi sur l'épaule, et on est plusieurs à regarder, on me dit, mais comment il fait, quoi? Il y a une forme de revanche, il y a de l'agnac qui dit j'ai fait une bêtise et vous allez voir ce que vous allez voir. C'est quoi le moteur dans ces cas-là? Mais je crois que quand on a la chance d'intégrer un centre de rééducation comme Trestel, où j'ai démarré ma rééducation en Perros-Guirec, et ensuite à Carpape, on se rend pas compte, mais tout le monde est dans cette dynamique-là. On rencontre un système, des gens, une façon de vivre qui est complètement en décalage avec ce qu'on vit tous les jours. Il y a des gens qui se battent comme ça au quotidien. Il y en a encore en ce moment avec une force incroyable pour finalement certains ne pas récupérer tout ce qu'ils ont. Et c'est ça que moi j'ai rencontré là-bas. J'ai rencontré vraiment une façon de vivre, de faire et de se battre qui m'ont plu, qui m'ont touché. Et après, du coup, en découle cette façon de faire. C'est même, je crois, mon kiné, Joël, à cette époque-là, qui voyait que je tournais en rond comme un lion en cage, qui voyait qu'il y avait un petit moment de flottement, de doute sur ma façon d'aborder la rééducation. Il dit, bon, écoute, appelle un copain là qui t'emmène à prendre l'air. Donc c'est Jérémy qui m'avait emmené. Il me dit, comme ça, tu verras un peu ce qui te reste à faire, et puis tu reviendras avec les idées un peu plus claires. Et je me souviendrai toujours
d'avoir appelé Jérémy, qui vraiment m'a emmené, m'a aidé à passer la jambe par-dessus la filière, m'a amené sur son bateau. On est parti tirer quelques bords. Limite, il m'aidait à passer d'un bord sur l'autre. Enfin, j'en ai vraiment des moments très émouvants. C'est pour ça aussi que j'ai cette complicité avec Jérémy, parce que il m'a offert ce jour-là quelque chose que je pensais ne plus jamais pouvoir refaire, c'est-à-dire faire du bateau, quoi. Et du coup, très très vite, la solitaire suivante devient un projet. Ouais. Il est. C'est un objectif. Il l'est dès l'Australie dans la chambre d'hôtel. Ah oui. Ouais. Et je le dois un peu aussi ça à mon entourage et à Juan Steph, c'est-à-dire que la première visite du chirurgien qui vient, là, la question c'est est-ce que je vais pouvoir remarcher, et 2, est-ce que je vais pouvoir faire du bateau et quand. Et il me dit normalement dans 6 mois, ce sera 6 mois. Ben la solitaire c'est dans 6 et demi. Voilà, l'objectif est tout trouvé, il y a plus qu'à. C'est aussi simple que ça, quoi. Ouais, alors non, c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est vrai que il y a quand même eu tous ces moments de doute où tu sais pas si tu vas remarcher, si tu vas pouvoir refaire du sport, si tu vas pas paniquer aussi, si la première fois que tu vas à l'avant du bateau. Il y a eu un deuxième élément déclencheur, c'est la solo Concarneau que je remporte alors que je venais juste pour voir si j'étais capable de faire une course. Donc voilà, l'objectif d'essayer de reprendre une vie normale tout de suite. L'objectif suivant, c'est de gagner la solitaire. Ce que m'empêchera de faire Nicolas Luneven. Mais bon, quelque part, voilà, c'était une victoire quand même. Oui, c'est correct comme résultat. Donc du coup là, pour le coup, je sais mais pas là, si j'ai toujours pas gagné la solitaire. Toujours pas, j'ai pas de chronologie. On est en 2009, t'as toujours pas gagné Par contre, ça va venir. Là, du coup, tout ce que t'as retenu, tous les coups que t'as retenus pendant des années vont venir, parce que derrière vont s'enchaîner 2012, 2013, 2015. Vous êtes déjà plusieurs à avoir gagné 3 fois la solitaire. Ouais. Personne n'a gagné autant de fois de manière si rapprochée. Oui. Comment t'expliques ça? Il y a un déclencheur, il y a un... Bon, il y a 2010, c'est un peu le creux de la vague. Après avoir tout donné pour revenir et devenir un vrai marin, 2010, il me semble que je m'échoue sur la première étape et c'est Armel qui gagne. 2010, la fin du sponsoring avec Generali. 2011, Marc Guillemot qui m'embarque sur la Transat Jacques Vabre, où finalement on performe pas des masses. Donc là je me retrouve. Pour l'histoire, Marc Guillemot, c'est le sauveur, voilà. quelque part, qui vient me donner un coup de main. Juste pour le revenir sur cette Jacques Vabre, il y a pas une sorte de presque de pression médiatique à ce que vous fassiez équipe sur la Jacques Vabre après l'histoire que vous avez eue tous les deux, ou ça vient naturellement? Je crois que ça vient naturellement, c'était une envie. Parce que l'histoire est belle, du coup. Ouais, je correspondais aussi un peu au stéréotype de jeunes marins, de jeunes loups que Marc Guillemot voulait embarquer, comme moi je le fais aujourd'hui sur mes expériences en double, où je cherche plutôt à naviguer avec des petits jeunes qui m'apportent. Donc voilà, il y avait les deux. Il y avait l'utile et la belle histoire à raconter. On reviendra à l'IMOCA juste après. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait que tout à coup sur le Figaro, il y a cet enchaînement incroyable où tu deviens l'ogre Eliès, quoi. Ouais, 2012, je suis dos au mur. C'est-à-dire que je trouve le groupe Kelliner et Claude Kelliner simplement 6 semaines ou 4 semaines avant le départ. Je décide très rapidement que cette fois-ci, de toute façon, coûte que coûte, j'irai, parce que j'ai toujours eu une petite année d'avance financièrement pour pouvoir éventuellement courir sur mes propres fonds. Donc là, il y a une hargne énorme de se dire, bon, je pensais avoir fait le plus dur en revenant sportivement et qu'on m'enlève cette étiquette de naufragé des mers du Sud pour devenir un vrai marin. Et 2010-2011, finalement, non. Je retombe encore dans l'anonymat et là, il faut vraiment que je me bouge pour arriver à gagner cette solitaire. Et donc, je crois que j'arrive aussi à maturité sur le support. J'arrive vraiment à être dans la maîtrise du support. J'ai un petit quelque chose de plus. J'arrive à trouver des petits détails qui font la différence. Un gros mental. Et puis, c'est un peu plus qu'un gros mental, parce que pour être clair de l'extérieur, quand je parle de l'ogre, c'est parce que tu dévores les mecs, quoi. Ouais, je prends un ascendant psychologique. Voilà, mais je crois que à chaque fois. Et puis tu joues le truc à fond, quoi. Oui. Tu sais assez bien faire. Oui, je sais que dès que je sors et que je viens naviguer en Figaro, ça démarre dès la première navigation pour la forêt, et que dès la première navigation pour la forêt, il faut que je remporte toutes les manches. Ça se construit comme ça. Il faut. Et ça, on est en représentation, on est en régate et en Figaro. Mon Figaro démarre dès le premier entraînement pour la forêt. D'accord. Et ça, c'est nouveau ou ça a toujours été comme ça? J'ai toujours été
j'ai toujours ressenti un besoin, et je vais ressentir le même besoin cette année, de me retrouver à Port-la-Forêt sur mon Figaro 1er février, quoi. Et puis prêt à en découdre tout de suite. C'est un besoin vital. Je crois que là, on sort de la trêve. On est en plein dans la trêve. Là, on fait du gras, on va manger, on fait plus beaucoup de sport, même si on essaye de continuer à se maintenir. Mais il y a un besoin vital et viscéral d'attaquer la saison à Port-la-Forêt. Mais cette détermination, je veux dire, cette envie de bouffer tout le monde sur l'eau, ce côté justement ogre que j'évoquais, il a toujours été là, ou moi j'ai le sentiment que c'est vraiment Ouais, il a sans doute apparu à ce moment-là, hein, c'est sûr. J'ai été plus fort mentalement. Il y a sans doute un moment donné où tout s'imbrique, hein, tout se met en boîte, le goût de la victoire aussi, qui ressemble un peu au goût du sang, hein, c'est-à-dire on en devient vraiment très très accro. Et ça, ce sentiment-là, effectivement, ne m'a plus quitté depuis. Mais bon, finalement, je suis passé à peu de choses près de jamais la remporter, hein, cette solitaire 13e participation. Donc, comme quoi les choses s'emboîtent parfois un peu par hasard, je pense. Alors, explique-moi maintenant, c'est un truc qu'on voit presque à chaque fois sur les dernières solitaires. Le vainqueur de la solitaire, il gagne rarement une seule étape. Il y a une forme d'état de grâce. Oui. Est-ce que les joueurs du top 10 le disent, cette année il a un truc en plus, il a la vitesse, il y a une forme de conjonction d'éléments, et je me souviens d'une interview avec l'ancien DTN de l'équipe de France de voile qui parlait de la bulle olympique, où il disait on est à un stade où tout le monde maîtrise le support, où psychologiquement tout le monde est préparé, physiquement tout le monde est au top. Et ça, la différence se fait sur quelque chose d'immatériel, d'insensible. Est-ce que c'est ça aussi quand on remporte 3 étapes sur 4 sur une solitaire, ouais, quand tous les coups que vous tentez passent, une forme de fluidité totale qui est fascinante, quoi. Bah, je crois que c'était aussi dû à la qualité du Figaro 2 et le fait qu'on arrivait sur la fin d'un cycle, tout le monde maîtrisait le support, et donc on est un peu comme dans les Jeux Olympiques, effectivement, dans cette bulle olympique où tout le monde maîtrise le support. Et il faut trouvé un petit plus. Ce petit plus, je pense qu'il est mental. Il se construit sur l'avant-saison, sur les entraînements, où on commence petit à petit à prendre un ascendant psychologique clairement sur les autres. Et on a vraiment le sentiment que, effectivement, très rapidement, dans cette première, deuxième, troisième étape, les autres renoncent. Finalement, ils se disent, l'autre est plus fort que vous. C'est irrémédiable. Alors il y a des empêcheurs de tourner en rond. Je pense notamment à Xavier Macaire qui est toujours capable de renverser la situation sur la fin. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même un aspect psychologique très 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 important. Et ce plus-là, t'as l'impression de le maîtriser, où il arrive certaines années, pas d'autres années. C'est ça qui est le plus surprenant, c'est que quelquefois on voit des débuts de saison dominateurs, et puis le gars qui tient pas la route sur la solitaire, et alors qu'à contrario c'est un autre pour qui c'est l'état de grâce. On a l'impression, j'aurais dit, d'impalpable, quoi. Une recette qu'on peut pas reproduire, qui s'apprend pas dans les centres d'entraînement. Non, tout à fait. Moi, j'ai eu la chance de sentir ce sentiment de maîtrise, donc à 3 reprises, 3-4 reprises. Mais c'est quelque chose qu'on sent venir petit à petit, quoi. Et généralement, on arrive du coup au départ de la solitaire avec une vision très claire de ses forces et des faiblesses des autres, qui fait qu'effectivement les choses sont un peu irrémédiables. Après, il faut quand même faire attention de ne pas être trop sûr de soi. On en a vu se prendre le pied dans le tapis à plusieurs reprises. Mais oui, c'est quelque chose d'un petit peu impalpable. Alors, on peut en préparation mentale arriver à remettre ça en place. C'est ce que j'ai essayé de faire, je me rappelle, dans les années justement 2000-2001 avec Gilles Lemonnier, qui m'a donné les clés pour arriver à Gilles Lemonnier, c'est un préparateur mental de l'ENV et de la Fédé. Gilles Lemonnier, de la Fédé et de l'ENV, je crois, c'est ça? Oui. On peut en tout cas créer les bases de cette mise en place de la maîtrise de soi, du support. Et tu fais toujours de la préparation mentale aujourd'hui? J'en fais plus. Je pense que je vais en refaire un petit peu parce que j'ai l'impression d'avoir 2-3 sujets à travailler. Mais en tout cas, sur ces dernières années, à un moment donné, quand j'ai quitté Gilles, j'ai eu l'impression qu'il m'a vraiment donné les clés pour être autonome. Là, je sens qu'il y a 2-3 trucs que j'aimerais bien travailler. Quand on parle de préparation, j'ai une autre question qui me vient, c'est que je me souviens d'un communiqué
qui a été fait quand tu étais sur le précédent Vendée Globe, où tu parlais de la préparation physique. Et on avait vraiment le sentiment que tu découvrais la préparation physique et la nécessité de se préparer. Ce qui semble aujourd'hui un peu un paradoxe, parce que c'était il y a quelques années. C'est-à-dire que tu fais encore partie de la génération qui s'y est mis en cours de carrière, quoi. Ouais, tout à fait, ouais, parce que moi, mes idoles, c'était Jean Cam, Michel Desjoyaux, même Michel. Tu demandes à Michel, il fait pas beaucoup de sport, hein. Il fait beaucoup de voile, mais il fait pas beaucoup de sport. Et donc oui, je m'y suis mis finalement assez tardivement. C'est Franck Camas qui a imposé cette façon de faire et de se préparer. Et puis je me rends compte que et l'évolution des supports aussi, l'évolution des supports, le goût de la performance, le goût de faire du sport aussi, et puis cette nécessité aussi avec l'âge qui arrive. Hein. Il faut pas négliger ça. Hein. C'est clair. Du coup, après cet enchaînement sublime, quoi, hein, 2012, 2013, 2015, où tu laisses que quelques miettes à tes adversaires, il y a une nouvelle séquence IMOCA qui s'ouvre, complètement différente de la précédente, puisque tu pars avec le groupe Keguiner et vous rachetez, enfin c'est le sponsor qui rachète l'ancien Safran de Guillemot, une histoire qui va nous amener jusqu'au dernier Vendée Globe. Revenons un petit peu dessus. Comment ça se passe? Alors c'est pas un gros projet, hein, c'est pas une grosse équipe, c'est un projet avec des moyens moyens, si je puis dire, un peu en mode commando, mais avec un très bon bateau. Comment tu vis cette période-là? Ben moi j'ai quand même l'impression que ma rencontre avec Claude Keguiner, elle arrive en même temps que ma réussite, tu vois. Donc j'ai un peu l'impression d'être tombé pas sur mon sauveur, mais enfin sur quelqu'un qui m'amène à la performance aussi, une vraie rencontre. Et donc je lui dis, moi je pense qu'il faudrait qu'on aille sur le Vendée Globe. Alors je me rends compte que c'est trop gros pour c'est sans doute un peu trop ambitieux. Alors, le groupe Keguiner, hein, c'est une entreprise familiale de distribution de matériaux, comme il en existe plusieurs en France, basée à Landivisiau, une entreprise qui a 70 ans, qui a eu 70 ans cette année, que Claude détient de son père et qu'il est en train de transmettre à son fils l'année prochaine. Et puis ce rêve un peu fou lui vient aussi en se disant, voilà, moi je vais quitter l'entreprise, je veux montrer la voie, je veux que le nom Keguiner court autour du monde. Il décide de s'élancer dans cette aventure-là. Et donc on décide un dimanche matin, après une partie de pêche à la crevette, la nuit, il n'y a pas le droit normalement, mais on est à la pêche à la crevette du côté du nord, par là-bas, je dirais pas où. Et le lendemain matin, au café, là. Oui, il y a un peu prescription, mais ça fait partie des petits plaisirs que j'ai eu avec Claude juste avant d'aller à la pêche à la crevette de nuit. On se décide à Roscoff sur le terre-plein du port, en allant visiter son bateau de pêche, de partir faire le Vendée Globe. Et donc très rapidement. Alors c'est une relation de sponsoring à l'ancienne, quoi. C'est une relation d'abord personnelle entre deux hommes. Il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a pas de stratégie marketing très très bien établie précisément. Oui. On est dans le coup de cœur, quoi. On est dans la rencontre humaine. C'est vrai qu'après 13 ans, je crois, de partenariat avec Generali, où là aussi j'ai eu des rencontres d'hommes, mais pas du PDG. C'était plus avec la directrice de la communication, Marie-Christine Lannes, à l'époque. Là, il y a une vraie histoire d'homme. Effectivement, il y a une connivence, une capacité à se dire les choses en face, d'obtenir des rendez-vous, d'exposer les choses librement, simplement, qui est l'idéal pour un skipper. Hein. Avoir accès directement au décideur, d'avoir la capacité de lui exposer ses projets, ses envies, ce qui est possible de faire, pour combien, et une capacité à répondre et à décider très rapidement. Ça, c'est le top du top. Donc du coup, ça commence avec la première course avec l'IMOCA Keguiner. Avec l'IMOCA Keguiner, je pense que c'est la Transat. C'est la Jacques Vabre en 2015. Ouais. Avec Charlie. Avec Charlie, là. Ouais, avec Charlie, où là, on est en tête. Ah, c'est la première fois que tu es dans la transmission aussi. C'est les premières fois où tu parles de ça, où on voit que où tu parles de ton âge, où tu dis, bah voilà, on en parle beaucoup aujourd'hui, hein, mais bon. Ouais, c'est vrai que je rencontre Charlie sur les bancs de l'école à Port-Laf et je suis vraiment intrigué par ce personnage. On commence à faire du troc, échange, astuce, clic droit, clic gauche contre réglage et façon de faire en Figaro. Une espèce de troc non dit mais qui fonctionne quand même pas mal. Et je me dis, ouais, ben là, effectivement, c'est Marc Guillemot qui m'avait expliqué sa façon de choisir ses skippers, tel qu'il l'a fait avec Charles Caudrelier, avec moi, avec Morgan Lagravière.
Je me dis ouais, c'est quand même pas con. Si je fais un point, si je fais un bilan de mes compétences, j'aurais quand même besoin d'avoir un petit jeune qui maîtrise quand même l'informatique électronique au top. Et donc je décide de partir avec Charlie, que j'avais déjà fait travailler sur la route du Rhum 2014, un an avant. Et ouais, et ça s'est révélé vraiment pas un coup de foudre, mais enfin en tout cas Une entente. une entente forte. Ouais, qui j'espère va perdurer. Alors 2015, c'est aussi la première Jacques Vabre des IMOCA foil. Oui. Et on a et qui est assez funeste pour la plupart des IMOCA, je crois. Si de mémoire, il n'y a que Banque Populaire. Il y a que Banque Populaire qui arrive de l'autre côté. Qui arrive de l'autre côté. Tu t'illustres par une petite charge contre les architectes à l'arrivée, je me souviens, qui était assez bon, la fatigue, je regrette l'émotion. un peu avec du recul, ouais, c'est vrai. Donc on reprécise juste, tu dis carton rouge aux architectes, mais bon, après c'est toujours le jeu, c'est la même histoire dans toutes ces courses là, et c'est encore le cas aujourd'hui. Les architectes disent les marins tirent trop sur les bateaux, nous si vous voulez on peut dessiner des bateaux qui cassent pas, et les marins disent c'est la faute des architectes, vous êtes pas capable de faire des bateaux qui tiennent. C'est toujours la même histoire, et il y a un compromis qui se construit autour de ça. Mais du coup, quand t'arrives au Vendée Globe, t'arrives avec quel état d'esprit par rapport au précédent? On est 7 ans après, pardon. T'y vas pour une revanche sur l'histoire, t'y vas pour la perf. C'est quoi ton état d'esprit quand t'es au départ de ce Vendée Globe là? Bah, j'étais dans l'esprit pas dans un esprit de revanche, j'étais dans l'esprit d'essayer de le finir et puis de me battre, de me conditionner mentalement pour essayer de croire encore à la gagne et à un résultat positif. Et finalement, sur ces premières heures et premiers jours de course, je me rends compte qu'il reste quand même un petit traumatisme du Vendée Globe que j'ai pas complètement évacué. Donc ces premiers jours de course, tout de suite, tu t'en rends compte sur le sont un peu difficiles et douloureux. Tu t'en rends pas compte sur la Jacques Vabre, mais par contre sur le Vendée, tout de suite, il y a le d'accord. Ouais, qu'il reste encore un petit traumatisme. Il va falloir exorciser tout ça. Il y a la difficulté de voir ces foilers s'envoler littéralement et de rendre compte que mon rêve de gagne s'envole avec. Donc les premiers jours sont pas faciles à vivre, mais j'arrive finalement, bon an mal an, à quand même traverser ces moments difficiles. Aujourd'hui, ça semble évident que les foilers vont plus vite, mais au départ du Vendée Globe, il y a quand même une question. Il y a le débat sur vaut mieux avoir un bateau à dérive fiabilisé. On parle de quelque chose qui a lieu il y a 2 ans, donc c'est dire si les temps passent vite aujourd'hui. Et donc, on se rend vraiment compte, effectivement, dans les premiers jours du Vendée Globe, que sur le papier, ça va quand même être dur pour les... Ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout, c'est sûr. Quand tu vois Alex Thompson s'envoler à 20-21 nœuds de moyenne dans les alizés pour rejoindre le bateau noir, tu fais, ouais, bon, d'accord, là, c'est mort. Bon, tu peux toujours espérer que Alex fasse une Alex et que il casse quelque chose, mais non, c'est mort, c'est sûr. Et du coup, toi, comment tu réussis à franchir donc ce pas-là, ce côté, la gagne ça va pas le faire et j'ai 2-3 problèmes 2-3 cicatrices à finir de recoudre. Comment tu rentres dans, tu te dis déjà je vais finir, ça va être bien. C'est quoi la mécanique mentale qui se met en place pour Ouais, c'est ça, on se place dans une autre façon de voir la course, de se dire bon ben voilà, maintenant on va falloir finir, faut se placer dans une autre façon de naviguer, essayer de prendre du plaisir avec sa machine. Continuer à faire des bons petits coups météo, regarder ce qui se passe. Il y a des bateaux autour. J'étais à la bagarre avec Jean-Pierre Dick, avec SMA, Jérémy, et puis Jean aussi. Il y a du beau linge. Il y a du beau linge. Il y a des premières dépressions dans l'Indien qui arrivent avec cette obligation une première fois de ralentir pour laisser passer une dépression. Les copains qui reviennent, du coup Jean-Pierre et Jean qui m'accompagnent, cette espèce de trio qui se forme. Une deuxième fois, on est encore obligé d'attendre sous l'Australie qu'une grosse dépression s'évacue. Et puis voilà, après le trio il se forme et puis on devient inséparable jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc quelque part, heureusement qu'il y a eu ça. J'ai été un peu chanceux. Je pense à d'autres marins comme Bureau Vallée qui se sont retrouvés tout seuls avec des bateaux 1000 milles devant, 1000 milles derrière. Ça a dû être quand même plus compliqué. Donc finalement, moi, je vis un très beau Vendée Globe avec une histoire incroyable avec Jean-Pierre et Jean où on se croise, on se voit, on se parle et on se bat et on remonte le chenal des Sables d'Olonne tous ensemble. Et donc, il a quel goût ce chenal que tu découvres pour la première fois dans ce sens-là? C'est marrant, hein, je me suis surpris à quelques heures de l'arrivée de me dire que je couperais bien une ligne d'arrivée, que je rentrerais bien à Lorient dans l'anonymat le plus complet. Donc il y a ce sentiment de se dire merde, je me retrouve à terre, il va encore y avoir du monde et puis il va falloir se
se réadapter à la vie de terrienne, qui, je pense, effectivement, ont dû marquer ces pionniers qui étaient Poupon, Lamazou, Vandened. Imagine le VDH, là, quand il va rentrer. VDH, 180 jours de mer. Je suis pas de près, mais enfin, je suis ce qu'il fait avec attention. Et puis, finalement, les personnes qui arrivent à bord, et puis voilà, tu le lâches, tu te laisses aller, et finalement, t'es content. Et tu vis voilà, ce moment intensément. Alors, moins intensément que je pense que le départ, mais tout de même... C'est moins fort une arrivée, c'est moins fort qu'un départ? Ouais, j'ai l'impression, ouais. En tout cas, je le vis pas de la même manière. Mais heureusement, voilà, on a bien fêté ça. Le sponsor était là, les parents, tout a été bien fait. Erwan Steph a tout bien géré, et là je lui en suis encore vraiment reconnaissant. Et du coup, assez vite, tu fais savoir que tu veux faire un deuxième. Et moi, j'aimerais bien savoir quel est le cheminement mental qui... Moi, j'ai fait pas beaucoup de bateaux par rapport à plein de marins, mais le peu de transat que j'ai fait, à chaque fois, je me dis bon, là, c'est bon, là, plus jamais, quoi. Et moi, c'était que des transats, quoi. Hein. Oui. Et comment est-ce que vous arrivez déjà à vous projeter? Comment ça devient un job, en fait, qui fait que j'en ai fait un premier, j'en ferai bien un deuxième dans des meilleures conditions pour la perf, etc. Quel est le cheminement mental Le mécanisme, c'est d'envie de faire toujours mieux que la dernière fois. Là, sur ce Vendée Globe, j'aimerais bien y aller sur un bateau à foiler. J'ai re-regardé les vidéos d'Armel Lecléache et du mano à mano avec Alex Thompson. J'ai encore en tête ce duel aussi entre François Gabard et Armel. C'est vivre ça, quoi. Vivre quelque part un Figaro planétaire sur le Vendée Globe. C'est le Graal. Et puis quand on l'a gagné, c'est là où je comprends pas trop. C'est pourquoi ils veulent pas y retourner les autres. Alors peut-être que j'en aurai la réponse quand je l'aurai gagné. Enfin, si, Michel est revenu. Michel est revenu. Armel reviendra peut-être. Mais bientôt ça fera comme le Figaro. Il y en a qui reviennent pour une quatrième victoire en Figaro. Puis il y a des gens qui reviennent pour une troisième ou une quatrième victoire dans un Vendée Globe. Après, je peux comprendre aussi des marins comme Jean-Pierre Dick qui ont décidé de dire stop parce que l'engagement au quotidien est lourd. Et impliquant pour tout le monde, la famille, les enfants, les parents, les amis. Finalement, quand on se retourne, quand on s'arrête, on se rend compte que parfois, il y en a qui n'ont pas suivi, n'ont pas suivi le marin, quoi. Donc, il faut faire attention de temps en temps à bien se retourner et être sûr que tout le monde suit. Alors, du coup, après ce Vendée-là, justement, tu rejoins Jean-Pierre Dick et tu vas faire de l'IMOCA à foil. Vous allez gagner la Jacques Vabre. Oui. Donc, Jean-Pierre Dick gagne une quatrième Jacques Vabre. Je crois que c'est la quatrième. J'arrive plus à compter avec des marins différents à chaque fois. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est vraiment très très bon en double. Raconte-nous un peu le personnage qui est Jean-Pierre Dick, parce que je pense que plus différent que vous deux, ouais, ça me paraît compliqué à faire. Mais c'est ce qui a fait. Sur le papier, c'est pas franchement. Alors si, peut-être que vous êtes extrêmement complémentaires. Voilà. Exactement. Je crois que c'est ce qui a toujours fait la force de Jean-Pierre, c'est d'être capable de choisir des hommes qui étaient différents de lui, qui pouvaient toujours le faire progresser, donc quelque part combler un peu ses manques et ses points faibles. Et donc moi, oui, j'ai un souvenir ému de cette transat avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est un ovni dans le monde de la voile. Il a décidé très tardivement de quitter le monde de l'entreprise pour venir dans le milieu de la course au large. Et il a amené lui aussi une façon de faire un peu différente, en allant chercher des architectes comme Farr, en allant construire son bateau en Nouvelle-Zélande, en s'entourant de personnes un peu différentes. Commencer avec Jean-Pierre, c'est très étonnant. Il faut être à l'écoute du poulain, quoi. C'est pas un poulain, c'est un étalon. Enfin, c'est quelqu'un qui demande qu'à se dépenser, qu'à donner le meilleur de soi, mais en même temps, il faut savoir le freiner parce que sinon, il donne tout et puis au bout d'un moment, il y a plus rien et il tombe. Donc, le but du jeu, c'est de faire en sorte que Jean-Pierre soit bien, que soit dans de bonnes conditions, qu'il mange bien, qu'il dorme bien, qu'il ait le temps de réfléchir, qu'il ait le temps de faire les choses, pour qu'il soit toujours au top, et à la fois continue à être soi aussi un peu attentif à sa propre condition à bord. Mais quand on a compris comment ça fonctionnait, au final, la répartition des rôles se fait très bien et le couple fonctionne bien. Et à chaque fois, ça fait gamer les buts, ça fait victoire à la fin. Ouais. Et puis sans parler des Barcelona qu'il a remporté aussi, quoi. Donc, oui, il y a un vrai savoir-faire là. Sur les courses en double, il y a peu de palmarès comme le sien.
Du coup, il y a une dimension supplémentaire, notamment par rapport aux autres équipiers avec qui il a couru, c'est qu'il y a une sorte de transmission de flambeau quand même, puisque tu as couru la dernière Route du Rhum au sein de son écurie, sur son bateau. Comment ça se passe de venir donc on est équipier, on est d'abord on a toujours été autonome, on rentre dans une écurie, on devient équipier, après on vous prête le bateau, on vous confie le bateau. Oui. T'es plus le patron de l'écurie, t'es le skipper, hein, t'es plus le patron de l'écurie. Comment est-ce qu'on vit cette je crois que c'est aussi une évolution de notre métier et la façon dont on doit se répartir les rôles dans un projet. On se rend bien compte que le skipper, il a quand même de moins en moins de temps pour gérer les contrats de travail, les contrats, certaines relations publiques, certains échanges techniques. Le rôle du skipper, un bon skipper, c'est quelqu'un qui arrive déjà en forme physique. Donc faire de la préparation physique, ça prend du temps. Qui arrive à niveau et qui a su se maintenir à niveau de tous les outils informatiques et météorologiques qu'il va avoir à mettre en œuvre. Qui est dans la maîtrise de son support, donc c'est-à-dire qu'il passe énormément de temps à naviguer et à comprendre son bateau. Et voilà, quand déjà tu as réussi à bien maîtriser tout ça, il te reste plus finalement de temps pour tout le reste. Et donc je me suis dit, oui, m'associer avec l'écurie de Jean-Pierre, c'est aussi évoluer dans ma façon de faire, puisque dans le début de ma carrière, quand j'ai lancé mes projets Vendée Globe, j'avais mis un point d'honneur à être le chef d'entreprise, à être l'entrepreneur, quoi. Voilà, celui qui signait les contrats de travail, les yeux dans les yeux, avec les salariés, qui décidait du montant des primes, qui décidait des départs, des journées de repos ou des dates de vacances. Enfin, voilà, la vie du chef d'entreprise qui est passionnante, et que j'ai amené à bien, pas tout seul, avec normalement avec Erwan Steph et avec mon entourage, mes parents qui m'ont aidé aussi à monter ça. Mais voilà, je laisse petit à petit ce côté entrepreneurial pour essayer de vraiment me concentrer que sur le sportif. Et tu penses que c'est une évolution naturelle du secteur? C'est le cas par exemple d'Armel Lecléache chez Banque Populaire ou d'autres marins. Oui. Mais on voit qu'un marin comme François Gabard, lui, il continue à être skipper entrepreneur. Au contraire, il développe même la partie entrepreneuriale. Ouais. Je pense qu'il faut être réaliste aussi sur ses capacités, sur ses compétences. Sur la façon dont on a envie ce qu'on a envie de faire. Je trouve ça très bien que des mecs comme Michel Desjoyaux et François Gabard aient envie de pousser le curseur encore un peu plus loin, mais je ne suis pas un François Gabard ni un Michel Desjoyaux. J'ai pas les mêmes compétences techniques, j'ai pas la même soif, si tu veux, d'apporter ma pierre à l'édifice technologiquement parlant. J'ai pas ces compétences-là, et donc c'est pour ça que j'ai pas la même trajectoire. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que tu as fait un petit peu de multicoque quand même. Oui. Alors, au-delà d'Orange 2, t'as dans ton palmarès, dans ton long palmarès, il y a une Jacques Vabre en multi 50 en 2013, et il y a une Route du Rhum en mode 70. Oui. C'est jamais quelque chose qui c'est des incursions quoi dans le monde du multicoque. C'est pas des choses qui t'ont plus tenté que ça. Disons que je sais pas, dans ma carrière. Je dis ça, une Route du Rhum en mode 70, c'est déjà assez engagé, hein, mais. Dans ma carrière, j'ai toujours pris comme point de départ de faire la solitaire du Figaro, c'est la valeur refuge. Quand ça se passe pas bien, qu'il n'y a pas les sponsors, c'est la solitaire que je fais. Quand j'ai un gros projet, de toute façon, j'essaie de faire la solitaire pour rester au niveau sportif. Et l'objectif a toujours été de faire le Vendée Globe. Faire du multi, j'en ai fait, c'est bien, mais c'est un autre support dans lequel j'ai pas souhaité mettre plus d'énergie que ça, qui est pas toujours facile à vendre non plus, parce qu'il y a une notion de risque, toi qui collait pas non plus à Generali à cette époque-là. Quand même, j'ai fait 13 ans avec eux, donc il faut toujours être capable aussi de vendre quelque chose à ses sponsors qu'ils estiment de réalisable et réaliste pour leur image, pour leur plan de communication, donc pas plus de multicoque que ça, même si j'adore le multicoque, j'adore tout ce que j'ai fait en multicoque, les Jules Verne, j'ai fait une saison, je crois, avec Gitana et Fred Lepetrec aussi en tant qu'équipier. Cette Route du Rhum reste un de mes plus beaux souvenirs de mer, à traverser l'Atlantique tout seul sur un mode 70, c'était quelque chose de complètement fou, avec une prise de risque tellement énorme, mais avec aussi des souvenirs et une image d'arriver à la tête aux Anglais qui restera gravée vraiment en moi jusqu'au bout. Donc ça n'est pas mon fonds de commerce, mais en tout cas à chaque fois mes intrusions dans le milieu m'ont procuré des sensations hors du commun.
pourquoi pas y retourner, mais aujourd'hui le multicoque, c'est l'écart est un peu grand, quoi. C'est entre ou multi 50 ou ultime. Donc aujourd'hui, si je peux pas vendre ça à un sponsor qui débarque dans la voile, un sponsor qui veut faire de l'ultime, c'est un sponsor qui a déjà fait de la voile. Qu'est-ce que ça t'inspire, les ultimes, justement? Moi, je trouve ça incroyable, je trouve ça génial. Aujourd'hui, ils sont dans une passe un petit peu difficile, mais je pense qu'ils vont réussir à rebondir, j'espère. Après, comme je l'ai dit aussi dans la presse récemment, je pense qu'il faut qu'ils apprennent aussi à partager un petit peu les retombées médias, à pas vampiriser tout et faire en sorte qu'on trouve des solutions pour les intégrer dans le paysage de la voile course au large française et que tout le monde y trouve son compte. Alors tout à l'heure, t'as dit que le Figaro c'était la valeur refuge, et qu'il fallait, t'avais toujours un Figaro sur le feu quand ça toujours. Se passe mal. Donc là, du coup, j'aime beaucoup ça. C'est une valeur de bon père de famille. Ah ouais, faut avoir un Figaro. Voilà. Donc du coup là, donc t'as acheté un Figaro, tu vas faire la prochaine solitaire. Ça veut dire que justement c'est une période de creux. Raconte-nous un peu comment ça s'annonce. Donc du coup, le bateau sur lequel tu courais et qui appartient à l'écurie de Jean-Pierre Day qui a été vendu à Giancarlo Pedoté. Ucar Saint-Michel ou Saint-Michel Ucar, je sais jamais dans quel ordre. Ucar Saint-Michel. Ouais. Où est-ce que t'en es? Alors on est jeudi, demain dans Tip & Shaft sort un papier sur le marché de l'IMOCA qui est extrêmement agité. Est-ce que tu peux dire le podcast va sortir juste en même temps? Donc est-ce que tu veux nous faire un petit point de où est-ce que t'en es et de est-ce que tu vas investir ailleurs que dans les valeurs de père de famille? Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a des semaines pendant le salon nautique où j'étais très euphorique, où j'avais le sentiment que j'allais pouvoir repartir tout de suite sur un nouveau bateau, et puis la semaine d'après on apprend que tous les bateaux sont vendus, les choses évoluent très très vite, donc je m'apprête plutôt à une année de transition et je pense pas que je serai sur mon propre IMOCA l'année prochaine. Je serai sans doute plutôt en Figaro et sur le bateau de quelqu'un d'autre. Je continue avec Absolute Dreamer à essayer de trouver des solutions pour être au départ du Vendée Globe. Ça passe donc par essayer de construire un nouveau bateau. Le timing va pas tarder à arriver à échéance, puisque je pense que à partir du mois de avril, mai prochain, ce sera trop tard pour construire un bateau. Et puis je pense que les choses vont encore bouger très vite. Avant le départ de la route du Rhum, on avait peur que ces IMOCA qui étaient d'occasion, qui étaient à vendre, ne trouvent pas preneur. Et puis une fois la ligne d'arrivée franchie, il y en a plus. Donc je pense que les choses vont encore évoluer. J'espère que il y aura encore des opportunités d'être au départ. Ça sera pas dans les conditions dont j'ai rêvé, mais on sait jamais. Il peut y avoir quelques rebondissements encore. Ça reste un objectif absolu d'être au départ du prochain Vendée. Oui, c'est un objectif absolu, c'est un objectif de carrière aussi. Je pense que si je fais pas celui-là, il m'en restera plus qu'un. Donc tu veux dire le 2024? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que après tu considères que t'es trop vieux. Ouais, en tout cas, je me serais dans une autre démarche qui sera sans doute plus de courir pour le plaisir, comme Jean Le Cam, pour taquiner les petits jeunes et puis continuer à naviguer à haut niveau. Tu pourrais faire un Vendée Globe dans cet esprit-là. Il y a quelques années, je me disais que non. Et puis plus je regarde Jean, plus je regarde son sourire, le plaisir qu'il a à naviguer au Grand Prix de Viader au printemps dernier, c'était incroyable. On aurait dit un gamin, quoi. Il faisait des bonds dans son cockpit à la barre pour essayer de gratter d'autres bateaux à l'enroulé de bouée sous spi. Je trouve ça beau. Je me dis finalement c'est peut-être pas si mal que ça. Ça fait pas c'est sexy finalement. Donc je me l'interdis pas. Après on verra. J'ai aussi dans l'esprit d'essayer de partir un jour peut-être un peu plus en voyage, mais bon ça il faut en avoir les moyens et le temps. Bon, ça fait beaucoup de projets en tout cas. Ouais, il y en a plein encore, heureusement. Ouais. Donc du coup, on te retrouve le 1er février devant la capitainerie de Port-Laf. Voilà. Premier entraînement. Donc on observera le départ et la première bouée de dégagement. Si t'es en tête, ça veut dire que le Figaro s'annonce difficile pour tes concurrents. C'est ce que je retiens. Il va y avoir du très très bon linge cette année quand même. Ouais. C'est une année très excitante. Avoir fait le Vendée Globe et gagner la solitaire, ça sera un peu le prérequis pour pouvoir s'aligner quand même. Hein. Ouais. Il y a quand même il y a quand même Loïc Perron qui rentre au pôle course au large Finistère. Oui. Hein, tu vas. Ouais, mais on n'était pas à l'abri que comme en 2002, un petit jeune gagne la course pour 13 secondes. Hein. Armel avait gagné de 13 secondes devant Alain Gauthier. Pour le premier Figaro, donc faut surveiller les petits jeunes qui arrivent. D'accord. Donc du coup à la rentrée, on scrutera les bancs. Ouais. Qui met des lunettes, qui met pas de lunettes, qui a la dernière version d'Adrana ou pas, etc. Merci beaucoup Yann, merci de nous avoir reçus et d'être revenu sur cette
sur cette longue et riche carrière. On n'a pas tout fait, hein, parce que la notice Wikipédia est très longue. Mais même toi, tu n'arrives pas à te souvenir de tout ce que tu as fait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous qui nous écoutez. J'espère que vous serez aussi nombreux que les fois précédentes. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas sur Apple Podcast et iTunes à cocher les 5 étoiles. C'est important pour le référencement. Promis. Merci beaucoup. Pas que pour le mien. Merci Yann. Et puis on se retrouve après les vacances de Noël avec un nouvel invité. On ne sait pas encore qui c'est. On trouvera sans difficulté. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Salut Yann, merci. Salut, bonne année. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. À bientôt!